Bonjour, mon nom est Pascal Poggi. Je vais animer cette petite session sur le thème du photovoltaïque. C'est simple à installer et c'est rentable. Et pour vous en parler, nous avons rassemblé Alice Gobert de Sérénissan, Jean Bastin de Ensol, Monsieur Ducasse Simon de Henrik, Freeheat l'avant-dernier, Monsieur Cazot, et l'AREP représenté par Raphaël Ménard tout au bout. Et nous commençons tout de suite avec Ensol qui parle live sans présentation. Merci beaucoup Pascal pour l'invitation et bonjour à tous. Donc, je suis Jean Bastin d'Ensol en charge du développement des nouveaux produits. Donc déjà en deux mots, Ensol qu'est-ce que c'est? C'est une jeune start-up qui a été créée en septembre 2023 avec l'ambition de venir équiper et de rendre le solaire accessible à 200 000 foyers résidentiels d'ici 2030. Pour atteindre cette ambition, on va le faire en plusieurs étapes. Forcément, ça prend du temps. Dans un premier temps, venir installer des panneaux solaires, d'autres équipements énergétiques chez nos clients particuliers résidentiels. Dans une seconde étape, venir proposer des solutions de pilotage de ces équipements pour maximiser l'autoconsommation. Je pense que vu les personnes autour de la table, on verra, c'est un mot qui reviendra souvent dans les discussions. Et dans la troisième étape, on va venir agréger les équipements énergétiques de nos différents clients pour former ce qu'on appelle une centrale virtuelle et venir fournir des services au réseau électrique. Et ça a deux avantages dont je pourrais discuter un petit peu plus en détail, qui sont de permettre des sources de revenus supplémentaires pour nos clients et donc rendre l'accès au solaire et à ces équipements encore plus abordable pour les clients. C'est un point qui est très important pour nous, surtout dans le résidentiel où les budgets sont souvent plus serrés que dans d'autres secteurs. Et fournir également par la même occasion des services au réseau pour le soulager et permettre du coup le déploiement de solutions similaires à plus grande échelle. Donc, pourquoi ce choix du résidentiel? C'est parti du constat que aujourd'hui, quand on regarde la consommation électrique en France, un tiers de la consommation énergétique globale vient du secteur résidentiel. Et dans ce tiers énergétique, on a à peu près un tiers de cette énergie qui vient d'énergie fossile, notamment liée au chauffage de l'eau sanitaire, au chauffage tout court, de gaz ou de fuel dans ces maisons. Et donc avec la crise énergétique, l'augmentation des prix, on a de plus en plus de foyers qui veulent effectuer cette transition énergétique en installant des nouveaux équipements. Mais avec les prix de l'électricité aussi, on l'a vu dans les dernières années, qui augmentent énormément. Le premier réflexe qu'on voit aujourd'hui chez nos clients qui intervient dans ce contexte de montée des prix, c'est de se renseigner sur les panneaux solaires. C'est se dire comment je peux essayer de soulager ma facture en installant des panneaux solaires, en devenant producteur chez moi de mes propres producteurs chez moi. Le marché du solaire résidentiel, en tout cas en France, c'est un marché qui est encore relativement naissant. Si on compare avec le marché en Allemagne, par exemple, on a des taux de pénétration de l'ordre de 1-2% en France, comparé à 10-12% en Allemagne, et un taux de croissance qui est plus élevé en France, vu qu'on est plus au début de notre transition par rapport à l'Allemagne, mais en volume relativement important. Ce qu'on observe néanmoins dans les dernières années, c'est qu'il y a eu énormément de changements qui ont fait que pour les clients particuliers résidentiels, passer au solaire est devenu beaucoup plus rentable, beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. Et il y a quelques grands changements dans les dernières années qui ont permis à de plus en plus de foyers de s'équiper, notamment de panneaux solaires. Donner quelques exemples, la perception du public a énormément changé. Les panneaux solaires, l'intégration dans le paysage est de plus en plus admis, ce qui se répercute notamment dans les PLU au niveau des mairies, dans les demandes préalables de travaux, qui fait que les mairies vont plus facilement favoriser l'installation de panneaux solaires chez les clients particuliers, avec notamment des changements dans la pose, où la plupart du temps est imposée une intégration au bâti. Donc on venait retirer la toiture pour poser les panneaux solaires et refaire l'étanchéité, parce que c'était considéré plus esthétique. Mais c'est des modes de pose qui étaient très coûteux et qui posaient ensuite des problèmes d'étanchéité ou d'autres problèmes, et qui ont été ensuite complètement abandonnés, notamment dans les PLU par les mairies, et qui ont permis d'autres modes de pose plus simples, ce qui propose des coûts d'installation plus simples, plus faibles, et donc une installation plus abordable pour le client et moins de problèmes après l'installation.
Donc on a vraiment cette perception qui a changé au niveau des collectivités et du public. On a le coût du matériel qui a énormément changé. Dans les 15 dernières années, le coût du matériel des panneaux, des onduleurs a été divisé à peu près par 4, ce qui fait que forcément, investir dans un projet solaire devient beaucoup plus rentable. Et en même temps, l'efficacité de ces mêmes équipements a énormément augmenté, avec une efficacité totale du système qui a quasiment doublé sur la même période. Le troisième élément, en plus de cette perception, les démarches facilitées, le coût du matériel, l'efficacité qui augmente, qui vient soutenir cette transition, c'est bien évidemment les subventions de l'État ou départementales. La plus connue pour les clients particuliers étant EDF Obligation d'achat, qui vient proposer leur achat de l'électricité du surplus de la production pendant 20 ans à un prix garanti. Ce qui permet à la fois, couplé à une prime à l'autoconsommation qui vient effacer une partie du devis, de permettre aux clients de rentabiliser beaucoup plus rapidement son installation. Et si on regarde aujourd'hui notre cœur de marché en PACA, dans le sud de la France, on a décidé de commencer par cette région parce que bon, y a du soleil, c'était relativement simple. On observe que grâce à ces démarches qui ont été facilitées, la perception du public a changé. On a une moyenne de 30 jours entre le contact avec les clients et la validation du projet technique, les démarches de demande préalable auprès de la mairie, les visites techniques qui sont effectuées. Donc on a vraiment un temps qui peut être très rapide de dimensionnement et de validation du projet technique. On a un temps de pause sur les installations résidentielles qui est de l'ordre de la demi-journée ou la journée, qui est également très rapide. Donc on n'a plus de vraies barrières à rentrer sur cette installation photovoltaïque. La vraie barrière, ça va être le coût. Ça demande un investissement. Aujourd'hui, en moyenne, encore une fois, dans le sud de la France, en PACA, nos clients rentabilisent leur installation à peu près en 7 à 8 ans, avec des économies de l'ordre de 1 000 € par an sur leur facture d'électricité. Ce qui est important aussi pour le client particulier, parce que déjà à 7 ans, on commence à se projeter dans le temps long. Donc on est déjà, et c'est pour ça que la baisse des coûts du matériel, l'augmentation de l'efficacité de ces matériels permet de diminuer et surtout de passer la barre symbolique des 10 années, qui était un peu une barrière psychologique pour beaucoup de personnes. Mais même avec ces seuils de rentabilité qui sont atteints relativement rapidement, il reste une dernière barrière qui est l'investissement initial. Tout le monde n'a pas la possibilité de financer une installation qui va coûter entre 6 000 et 12 000 € de panneaux solaires. Et donc c'est là où aussi proposer des solutions de financement différentes, soit par un mode de location de panneaux solaires, soit par d'autres méthodes de financement, par abonnement, permet de rendre cette transition énergétique beaucoup plus accessible pour le plus grand nombre. Et c'est vraiment un des enjeux majeurs, en tout cas pour Ensol. Encore une fois, dans le secteur particulier, si on veut que cette transition se fasse à l'échelle et rapidement, il faut que ces solutions solaires soient très accessibles. Ce qui devient intéressant, c'est qu'une fois que ces panneaux sont posés, on pourrait se dire que c'est la fin de l'aventure, mais en réalité, c'est que le début. Et on voit de gros changements du côté de nos clients. On rentre dans un mode d'autoconsommation. Donc on va chercher à aligner forcément ces courbes de consommation et ces courbes de production pour venir consommer le plus possible en journée et le moins possible lâcher l'électricité sur le réseau en dehors des heures d'ensoleillement. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident. La subvention EDF Obligation d'achat permet de compenser ce matériel, puisqu'en moyenne, on vient acheter une électricité à, disons, 25 centimes du kilowattheure sur le réseau, et on va revendre notre surplus à 13 centimes du kilowattheure. Donc même si on n'arrive pas à décaler notre consommation, c'est l'écart entre ces deux prix qu'on va réellement payer au réseau. Et ce qui serait très intéressant en rencontrant tous nos premiers clients installés, c'est que le premier geste qu'ils ont fait pour passer, la première idée qui leur est venue pour passer au solaire, c'était vraiment l'idée de faire des économies sur leur facture d'électricité. Mais à partir du moment où ils ont eu entre leurs mains une application qui leur permettait de suivre leur consommation en temps réel et leur production, en fait, ils ont complètement changé d'état d'esprit. Ils sont devenus vraiment acteurs à la fois de leur propre transition écologique et à la fois de leur propre consommation. Ils commençaient à regarder la consommation des différents équipements, du coup à se poser des problématiques sur d'autres postes, sur le chauffage, sur la mobilité, et vraiment complètement changer d'esprit et devenir acteur de ce changement. Très bien.
Et c'est là aussi ce qu'on veut proposer à Ensol, et ce qui est très important, c'est toute la partie accompagnement. Comment on peut permettre, grâce à des services de pilotage, de venir accompagner nos clients dans cette autoconsommation pour venir, via différents mécanismes, déplacer et piloter automatiquement les équipements pour venir les faire fonctionner au maximum en utilisant l'énergie solaire. Parce que tout le monde n'a pas forcément la chance de le faire automatiquement. Est-ce qu'il y a des questions sur l'intervention d'Ensol? Pas de questions. Il a été remarquablement clair. Ah, monsieur. Merci. Ma question, ce sera en fait liée à la capacité Rapprochez le micro parce que sinon on n'entend rien. la capacité de produire suffisamment d'énergie pour faire fonctionner les dispositifs concernant par exemple les pompes à chaleur, les réfrigérateurs, tout ce qui est appareil électroménager fort consommateur d'énergie. Est-ce que les cellules photovoltaïques aujourd'hui, telles qu'on les connaît, du moins, parce que je connais un autre dispositif allemand, je crois, que j'ai vu dans un salon du bâtiment au Maroc, qui est allié entre les deux dispositifs. C'est un capteur plan, chauffer l'eau, mais en même temps, au-dessous, il y a des cellules photovoltaïques avec des sortes de loupes qui permettent de focaliser les rayons solaires et qui permettent de joindre les deux bouts. Je vous remercie. Il y a toujours énormément de possibilités d'optimiser l'équation globale énergétique dans une maison. Vous avez donné un exemple. Il y a aussi, je voyais sur le salon, il y avait la compagnie Duelson qui propose des panneaux solaires thermiques hybrides, où de la même manière, on vient produire de l'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques et via un circuit d'eau alimenter un circuit de chauffage exactement. Et en fait, ce qui est tout bénéfique parce qu'on vient baisser la température des panneaux qui viennent produire de manière plus efficace en gardant une température plus basse et alimenter un circuit de chauffage. Donc c'est vraiment trouver la bonne équation. C'est un peu le travail de chaque installateur également pour proposer la meilleure solution adaptée au profil de la maison et des équipements énergétiques présents. Forcément, si on a une pompe à chaleur ou une voiture électrique, on va proposer des équipements différents. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Dualsan est dans le hall 3. Et ils présentent un procédé où des pompes à chaleur eau glycolée eau utilisent leur capteur comme évaporateur. Donc le rendement est plutôt intéressant. Bon, nous passons maintenant à Serenisun. Serenisun, pas Sun. Non, sun comme le soleil. Bah, sun, the sun, pas the sun. The sun. Le sound, d'accord. Et Madame Gobert, et nous changeons un peu de dimension. Nous sommes au-delà de la maison individuelle et nous abordons ce concept en France un peu bizarre d'autoconsommation collective. Effectivement. Bonjour à tous, je suis Alice Gobert, je suis directrice du développement pour Serenisun. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les circuits courts de l'énergie. Jean en parlait juste avant. La problématique de l'autoconsommation, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Nous, on le fait à grande dimension, c'est-à-dire qu'au lieu de le faire au niveau d'un seul bâtiment, ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle, nous, on va le faire au niveau d'une communauté. Et donc, on va déployer des communautés avec une mixité de participants. Donc notre concept, c'est vraiment de développer ce qu'on appelle des communautés d'énergie renouvelables. Et on est parti d'un constat en fait qui était de se dire aujourd'hui nos besoins énergétiques augmentent au niveau des territoires parce que les usages changent, la mobilité électrique se développe. On fait face aussi à une crise énergétique qui est durable, notamment du fait de la raréfaction des ressources et cette volatilité aussi des prix de l'électricité qu'on a connue il y a quelques temps et qui fait du coup peur. Pour maîtriser son budget. Et donc, à cette solution-là, nous, on a une conviction fondatrice qui est de se dire qu'on doit produire dans nos villes une bonne partie de l'énergie dont on a besoin pour nos activités. Effectivement, ça ne va pas à l'encontre déjà des circuits déjà centralisés, mais l'idée de se dire qu'on peut produire en complément de l'énergie directement sur nos territoires. Et on a pour ça beaucoup de lieux déjà anthropisés, des toitures, des parkings, où on peut déployer du photovoltaïque. Et donc notre solution, elle s'inspire de ce qu'on appelle les circuits courts de l'énergie. Donc mon idée, c'est de vous présenter un petit peu ce concept de communauté d'énergie et
et d'autoconsommation collective et de vous montrer quelques exemples de réalisation pour vous illustrer tout ça. Donc on est parti en fait d'une vision qui s'oriente autour de 5 piliers qui sont déjà produire de l'énergie verte locale, idéalement sans impact sur la biodiversité. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de fédérer autour de ces projets des collectifs mixtes, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à une entreprise ou à un particulier ou à une collectivité locale, on s'adresse à un territoire. Et dans un territoire, on retrouve tous ces acteurs différents. L'idée, c'est donc d'aller produire 30 à 50% des besoins de ce collectif. Et derrière ça, il y a aussi un axe sociétal qui est de se dire finalement l'énergie photovoltaïque, aujourd'hui, elle est réservée à ceux qui ont du foncier, ceux qui ont les moyens d'investir. En le faisant en collectif, on permet d'alimenter aussi des gens qui n'ont ni le foncier ni les moyens d'investir dans ces projets, et notamment tous les locataires d'immeubles en particulier. Donc ça, c'est un axe sociétal qui est assez fort dans notre démarche et qui explique cette mixité de public aussi qu'on recherche dans nos communautés. Et le dernier point, c'est quand on parle de ces projets-là, forcément, on parle aussi de sobriété énergétique parce que c'est pas parce que l'énergie est verte qu'il faut la gaspiller. Un petit point sur l'autoconsommation collective. L'idée, c'est de produire donc, sur notre territoire et de partager localement. Donc l'idée, c'est de solariser des bâtiments. Donc on parle d'énergie photovoltaïque, mais ça pourrait être aussi de l'énergie, toute autre énergie renouvelable, hein, de la bioélectricité, de la méthanisation, de l'éolien, pourrait entrer dans des boucles d'autoconsommation collective. Donc sur le petit schéma que je vous montre là, on a solarisé des bâtiments qui peuvent eux-mêmes autoconsommer leur propre énergie. Et puis ils auront sans doute un surplus d'énergie qu'ils ne savent pas comment valoriser. L'autoconsommation collective va permettre à des voisins qui sont autour de pouvoir consommer cette énergie. Et on s'appuie pour ça sur le réseau public d'électricité, tout simplement. Donc ce sont des opérations qui sont très réglementées, hein, en relation avec le réseau public de distribution d'énergie. D'électricité, pardon, donc Enedis en particulier sur une bonne partie de notre territoire. Et donc on va monter ces opérations qui font une répartition de l'énergie entre les producteurs, les consommateurs, et on définit une clé de répartition de cette énergie. Ces projets sont limités à des zones de 2 km quand on est en milieu urbain, c'est-à-dire qu'une même boucle est limitée à 2 km, mais on peut avoir des dérogations jusqu'à 10 ou 20 km quand on est en milieu périurbain ou en milieu rural. Ça, c'est pour la partie fonctionnement. Chez Serenison, on existe depuis 2018, donc ce sont des projets qui sont un petit peu longs à monter quand même. On a donc un certain nombre de projets qui sont déjà en réalisation ou en cours de réalisation pour 2024. Ce sont les projets verts, les projets en orange. Ce sont tous nos projets qui sont prévus pour 2025. L'autoconsommation collective en France, elle est en fort développement. Donc les premiers démonstrateurs ont été un petit peu longs à mettre en place parce qu'on était regardés un petit peu comme des hurluberlus. Maintenant que le modèle fonctionne, qu'on a démontré que ça fonctionnait, ça se développe beaucoup plus vite. Je vous montre un premier exemple. Ça, c'est notre projet démonstrateur qu'on a mis en place près d'Aix-en-Provence, sur la commune de Cabriès-Calas. C'est un projet qui n'a pas une puissance énorme, on a un peu moins de 300 kW crête. On a solarisé un groupe scolaire, donc 2 écoles, une cantine et aussi un bâtiment privé. Donc pour vous montrer que dans une même opération, on peut solariser des bâtiments publics, des bâtiments privés. Donc ça, ce sont nos sites producteurs. Et ensuite, dans la zone de 2 km autour, on a mobilisé des consommateurs qui sont essentiellement des foyers. Donc là, on a à peu près un peu plus de 80 familles qui consomment cette énergie. On a également des commerces, une maison de retraite et la piscine de la copropriété que vous voyez là. Aujourd'hui, 90 participants. On autoconsomme 98% de l'énergie qu'on produit. On a arrêté la liste des participants et on a même des gens qui sont en liste d'attente, soit de la sortie d'un participant, soit de la production nouvelle liée à un nouveau site. Donc on est en permanence en recherche de nouvelles installations. S'il y a de la demande du territoire, on va aller chercher à mobiliser du foncier complémentaire. Donc ce sont des projets qui sont évolutifs et ça, c'est super intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous développons en particulier des modèles en tiers investissement qui permettent aux porteurs de projets d'être accompagnés sur le financement de ces projets et de ne pas avoir à subir le financement des installations. Là, ça c'était donc un premier projet sur Aix-en-Provence. Je vous en montre un deuxième d'une envergure un peu plus importante.
Cette fois-ci sur un territoire un peu différent. Le premier était en milieu plutôt périurbain. D'ailleurs, sur le précédent projet, on va avoir une dérogation à 10 km pour étendre le projet sur la zone. Celui-ci est en région lyonnaise, à Vaux-en-Velin exactement. C'est la communauté Notre Énergie La Soie, qui a été développée en partenariat avec une foncière, qui est la foncière INEA, qui nous a mis à disposition ces toitures. Donc, lors de la construction des 4 bâtiments, on est venu solariser ces 4 bâtiments. Et l'objectif, c'est d'aller alimenter en énergie verte locale soit les locataires des bâtiments qui le souhaitent, soit les entreprises et particuliers autour, et aussi une école qui est à proximité qu'on pourra peut-être potentiellement alimenter. Ce qui est intéressant aussi quand on parle d'autoconsommation collective et de mixité de public, c'est que tout le monde ne va pas consommer de la même manière. C'est-à-dire que quand j'ai un groupe scolaire dans une boucle, le groupe scolaire, il est fermé le mercredi, il est fermé le week-end, il est fermé pendant les vacances scolaires. C'est bien d'avoir en complément, par exemple, une piscine qui n'est ouverte que l'été. C'est le cas de notre première communauté. Et des particuliers consomment plutôt le week-end, quand les tertiaires consomment plutôt la semaine. Donc, le fait d'avoir ce foisonnement de profils était très intéressant d'un point de vue énergétique. Et c'est très intéressant aussi d'un point de vue constitution de la communauté et fédération du projet. Les bénéfices, ils sont multiples. Je ne vais pas tous les lister, mais en tout cas, dans ces opérations, l'objectif, c'est que chaque participant, qu'il soit producteur ou consommateur ou financeur, trouve son intérêt à participer à ce projet. Ce n'est pas des projets qui sont archi rentables. C'est pas là, je ne vais pas casser les prix de moitié. En revanche, on va pouvoir fournir une énergie verte locale, également à un tarif avantageux et surtout qui soit stable dans la durée. Donc ça protège les consommateurs de cette volatilité des prix de l'énergie. Et bien sûr, il y a plein d'autres avantages. Je ne les détaille pas tous, sinon je peux y passer la journée. En tout cas, ce sont des projets qui sont fédérateurs pour les territoires. L'idée, c'est vraiment de favoriser cette coopération territoriale entre les acteurs et également d'avoir un partage de la valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le développeur solaire qui gagne de l'argent sur le projet, mais il y a aussi tous les consommateurs qui, à la marge, vont réduire leur facture énergétique. Donc ça, c'est intéressant en termes de partage de valeur. Et ce sont des projets qui concilient à la fois les enjeux économiques, écologiques et sociétaux. Donc ça, c'est vraiment 3 piliers qu'on tient à développer. Le cadre réglementaire, je ne le détaille pas, mais en tout cas, il est favorable aux énergies renouvelables. Et l'idée, c'est de se dire, pour les entreprises et les tertiaires qui sont soumis à ces obligations de décrets tertiaires, de la loi APER, etc., il ne faut pas le subir comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité pour produire de l'énergie et valoriser son foncier. Cerenison, plus précisément, nous, on intervient sur les projets de A à Z, donc depuis les études de faisabilité, le montage, la réalisation, donc d'un point de vue juridique, contractualisation entre les participants. On va chercher, on va recruter les consommateurs et ensuite on va gérer ces opérations dans la durée. Donc on est là pour faire la répartition de l'énergie, facturer les consommateurs, gérer la relation avec les consommateurs, remplacer ceux qui vont partir au fil du temps, faire rentrer de nouvelles centrales, de nouveaux producteurs. Donc on est vraiment un partenaire sur ces projets dans la durée. Et ce sont des opérations qui durent au moins une trentaine d'années. Donc ce sont des opérations qui sont ancrées dans les territoires, qui s'adressent aussi bien aux collectivités locales, aux zones d'activité et aux quartiers. Et j'en ai fini. Vous avez vu ce timing parfait? Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour tout le monde. Je voulais juste savoir, d'après votre expérience, quel est le retour d'investissement? Sur combien d'années on peut dire que notre investissement il a été déjà établi? Alors c'est difficile de donner un chiffre type parce qu'en fait, les projets ils vont être plus ou moins rentables en fonction de leur implantation sur le territoire. Au nord, c'est moins rentable qu'au sud. Ça dépend aussi des installations qu'on va mettre en place. Si on parle d'ombrières de parking, ça va coûter plus cher que de la toiture. Et puis on intègre aussi tout ce qui est coût de rénovation des toitures. Donc on a des projets qui peuvent être beaucoup plus chers que d'autres. L'idée, c'est de trouver un équilibre financier qui permette de dégager un tarif intéressant pour les consommateurs. Donc la rentabilité peut être plus longue au nord de la France qu'au sud.
Et donc, il y a des projets qui sont plus ou moins rentables. Mais l'intérêt, c'est de répartir cette valeur. Alors, nous, on essaye de faire des projets qui sont sur une trentaine d'années, de manière à dégager suffisamment de valeur. Merci. Nous allons, avec Simon Ducasse de la société Henrik, approfondir la notion d'autoconsommation collective. Gardez votre question. Il va peut-être y répondre, sinon vous la poserez ensuite. Et vous lui... Merci. Non, c'est bon, j'ai pas de présentation. Donc Simon Ducasse, moi je suis co-gérant de la société Henrik. On est des confrères de Cerenison. On travaille aussi sur l'émergence de moi ce que j'appelle la vente locale. Parce que l'autoconsommation collective, c'est un terme réglementaire, c'est notre tambouille à nous réglementaire. Si vous demandez aux gens ce que c'est l'autoconsommation collective, personne ne sait. La vente locale, ça parle à tout le monde. Ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que le marché de l'électricité, il est incertain. On va avoir un besoin de décarbonation, donc une augmentation des besoins d'électrification. RTE parle de plus 35%. Et pour autant, les capacités de production, elles ne vont pas augmenter comme ça. Aujourd'hui, hein, dans les 20 prochaines années, les seules capacités de production qui vont être installées, c'est que des ENR. Donc il faut vraiment travailler sur ce développement. Et le besoin augmentant, c'est l'offre et la demande. Hein, donc il va y avoir des incertitudes sur les prix de l'électricité. Et le plus important aujourd'hui pour les producteurs, mais surtout pour les consommateurs, c'est de se dire il faut que je me désensibilise au marché. En 2021, personne ne savait ce qui allait se passer en 2022-2023 sur l'électricité. Aujourd'hui, personne ne sait comment va se passer 2026. 2025, on sait à peu près, c'est tranquille, c'est presque terminé. 2026, c'est la fin de l'Arenh. Donc l'Arenh, c'est l'électricité nucléaire qui est vendue aux acteurs de marché. On va passer de 42 € du mégawattheure à 70 € minimum. Donc si vous faites le calcul rapidement, ça fait potentiellement plus 100% sur votre facture d'électricité, sur la fourniture. Alors c'est un peu raccourci, hein, mais c'est ça. Et est-ce que ça va être plus 100, est-ce que ça va être plus 50, est-ce que ça va être plus 10 ? En fait, il n'y a qu'une seule solution de s'affranchir de ça en partie, c'est de produire ou de consommer localement. Si on atteint 30% de couverture solaire sur une communauté, c'est les 30% où on est plus soumis à l'incertitude des marchés. Et ça, c'est vraiment l'enjeu le plus important. Et si je reprends sur la question de la table ronde, le photovoltaïque, c'est simple à installer, c'est rentable. En fait, vous pouvez enlever le c'est simple à installer. En fait, le photovoltaïque, c'est rentable. Voilà. Et pendant longtemps, on a pensé le photovoltaïque sur un sujet de producteur. En fait, ce n'est pas qu'un sujet de producteur, le photovoltaïque, c'est aussi un sujet de consommateur. Et là, il y a un gros sujet qu'il faut casser en France. Ça fait depuis 50 ans qu'on nous dit que l'électricité, c'est abondant, pas cher et décarboné. Enfin, on ne disait pas ça sous Giscard d'Estaing, mais c'était le terme. Aujourd'hui, l'électricité, c'est toujours décarboné en France, mais par contre, c'est incertain. 2022, hein, les centrales qui sont en maintenance, plus d'électricité, enfin moins d'électricité, et c'est cher. Voilà. Clairement, c'est cher l'électricité. Les gens qui disent mais ça baisse en ce moment. Ouais, ça baisse en ce moment par rapport à l'année dernière. Mais par rapport à 3 ans, ça prend plus 15%. Et donc, il faut vraiment que tout le monde se protège. Et Alice parlait de transformer des contraintes réglementaires en opportunités. En fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Je vous dis, tous autour de la salle, tous, vous allez être obligés de mettre du solaire chez vous. Tous. Tous. En 2028, alors ça arrivera peut-être pas en 2028, mais l'Europe a dit, en 2028, est-ce que c'est 2030, tous les bâtiments devront être solarisés en Europe. Alors je ne sais pas comment on va faire, mais en fait ça donne une tendance. C'est-à-dire, attention, il va y avoir du solaire partout. Et ceux qui ne pourront pas, ils seront simples consommateurs. Et la grosse différence qu'il y a par rapport aux années qu'on a connues, où on se dit, voilà, je veux avoir un installateur, j'ai une étude de faisabilité, je vends dans un mécanisme de soutien, j'ai un business plan sur 20 ans, linéaire, je connais mon temps de retour sur investissement dès le début, ça va se limiter. Alors il y aura toujours ça pour les particuliers, parce que particulier, c'est compliqué d'avoir de l'incertitude, mais aujourd'hui, les États n'ont plus les moyens de garantir ces mécanismes-là, et deux, ils n'auront plus le droit. En 2026, les tarifs d'achat vont baisser, d'accord, réglementairement, en termes de taille de puissance. Donc les particuliers pourront toujours en faire, mais les grosses installations que tu as montrées tout à l'heure, elles n'auront plus de tarifs d'achat. Et donc elles auront des mécanismes qui seront aussi incertains, et l'État, il va vouloir partager ce risque-là. Et ce risque-là, soit c'est l'investisseur qui le prend, soit c'est le producteur, soit on partage ce risque-là entre État, producteur et consommateur.
Et en fait, l'autoconsommation collective, ça permet de faire ça aussi. De se dire, bah ouais, on va ancrer la valeur dans les territoires, on va partager ce gain-là, et c'est pas la méchante entreprise qui vend aux gentils consommateurs. Non, on se met ensemble et on construit un écosystème vertueux gagnant-gagnant où on va, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va limiter le risque entre les producteurs et les consommateurs. Et c'est la grande révolution qui va arriver dans le solaire prochainement, c'est de se dire, ben, c'est plus un investissement où j'ai un temps de retour sur investissement. Aujourd'hui, personne, quand vous achetez une maison, vous construisez une maison, ne parle de retour sur investissement. D'accord, vous êtes d'accord? Enfin, moi, je connais personne qui réagit comme ça. Mais en fait, la prochaine révolution du photovoltaïque, c'est ça. C'est de se dire, le photovoltaïque, ça devient un actif de production. Alors, choisi ou subi en fonction que vous avez l'opportunité de le faire ou vous avez l'opportunité d'être imposé à le faire. Mais en tout cas, vous avez un actif à gérer et vous avez toutes les solutions sur étagère qui répondent à votre contexte. Il n'y a pas un contexte technico-économique en France aujourd'hui, j'en ai jamais croisé, où le photovoltaïque n'apporte pas une solution. Vous êtes consommateur, il faut produire, il faut faire de l'autoconsommation collective, il faut faire de l'autoconsommation individuelle, il faut sécuriser sur les marchés. Vous êtes locataire, vous êtes au SMIC, vous n'avez pas les moyens d'investir et vous n'avez pas le droit, ben vous êtes rentré dans une communauté d'énergie et vous bénéficiez d'un tarif privilégié. En plus, on peut les moduler, je ne sais pas si vous faites ça, mais tarifs modulés en fonction de la tranche d'imposition. En fait, on fait ce qu'on veut. Et c'est vachement important de se dire, ouais, on fait ce qu'on veut. Ces mécanismes-là, il faut avoir en tête, c'est le seul outil de décentralisation de l'énergie qui est à vos mains à tous aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment tirer pleinement parti, comme vous voulez, de la transition énergétique, il n'y a que l'autoconsommation collective, et vous pouvez ne pas être d'accord et rentrer dans un débat très intéressant là-dessus, mais c'est le seul moyen aujourd'hui que vous ayez pour faire ce que vous voulez. Si vous dites, je peux vendre à 13 à 13 à l'État, je vends à 25 à l'entreprise à côté, et je vends à 8 à la personne qui aurait ça à côté de moi, il n'y a personne qui peut vous empêcher de le faire. Et donc c'est vous qui décidez, et vous, que vous soyez une collectivité, une entreprise ou un particulier, ben vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et en 2 secondes, qu'est-ce que moi je fais là-dedans? Ben moi, je prends ce que vous voulez faire et je le transforme en réglementation, en convention, en contrat et en facture. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, alors je ne sais pas quels sont les profils des gens dans la salle, vous nous connaissez, nous on ne vous connaît pas, mais l'énergie, souvent, ce n'est pas la préoccupation principale d'une entreprise, d'un particulier non plus, mais d'une entreprise. Donc c'est un sujet qui est très annexe. Et le chef d'entreprise, il a toujours 50 000 sujets, et donc il faut trouver des solutions intégrées et simples. Donc il y en a plein. Il ne veut pas investir, il fait appel à des développeurs qui créent des boucles d'énergie sur son territoire. Il veut investir. Il faut peut-être conclure. Ouais, il voit des consommateurs et il choisit après ce qu'il fait. Et j'en ai terminé. Parfait. Alors la réglementation européenne à laquelle il faisait référence, c'est la nouvelle version de la directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments qui prévoit 2 choses. Tous les bâtiments neufs doivent être solarisés à partir de 2030 et tout le stock de bâtiments existants doit être solarisé à partir de 2050. Et pour les locataires, il y a une solution, c'est ce qu'on appelle le photovoltaïque de balcon. Et il y a là-bas au bout un exposant qui en a une démonstration, c'est GoodWe. Et nous passons maintenant à l'AREP avec Raphaël Ménard. Et là, c'est à nouveau une toute autre échelle. Bonjour, vous m'entendez bien? Ouais, ça va? Parce que le retour salle, on a l'impression que c'est très très éteint. Ok, c'est bon. Ok. Bien, moi je suis Raphaël Ménard, je suis président d'AREP. Je vais vous expliquer dans quelques secondes qu'est-ce que c'est AREP. Je suis peut-être là aussi pour dire que le photovoltaïque, c'est simple, c'est rentable et que ça peut être beau. Qu'un monde libéré des énergies fossiles, ça peut être beau. On a tous envie que ça le soit d'ailleurs, pour y aller peut-être un peu plus vite. Donc c'est un peu notre credo, c'est un peu le mien depuis pas mal d'années. Voilà. Donc le titre de l'intervention rapide, je vais essayer de tenir dans les... C'est quoi Pascal, c'est un quart d'heure? 10 minutes, ok. C'est très bien, c'est solarisation harmonieuse. Voilà.
AREP en 2 mots. AREP, c'est une filiale de la SNCF, plus particulièrement de SNCF Gare et Connexion. Et SNCF Gare et Connexion, en gros, c'est l'opérateur des 3000 gares de France qui voit passer 10 millions de visiteurs par jour. Ça représente à peu près 10 millions de mètres carrés de foncier. C'est assez électro-intensif, hein, les gares. À peu près 200 gigawattheures de consommation d'électricité par an. Et donc, on a aussi engagé un plan, un grand plan solaire pour solariser ces actifs immobiliers, les parkings, les toits, les abris de quai, tout ça souvent dans un contexte un peu contraint. Je vais y revenir un peu après. AREP, c'est 1000 personnes, donc on n'est pas une petite boîte. On intervient beaucoup dans l'environnement ferroviaire, mais pas que. On intervient en France, à l'international. On est une agence pluridisciplinaire, ça veut dire qu'on marie à la fois des compétences d'ingénieurs, de designers, d'architectes, d'urbanistes, de spécialistes des flux. Donc on travaille, on a conçu par exemple plus de 20 gares en Chine, on construit en ce moment une gare en Tchéquie, et puis on intervient à grande échelle territoriale au Luxembourg, et aussi à toute petite échelle. On peut faire aussi du mobilier urbain pour pas mal de collectivités locales. AREP, on a engagé une stratégie aussi, on va dire militante sur la transition écologique. Et donc on a mis en place une démarche qui est ouverte, hein, qui est open source, qui s'appelle EMC2B pour énergie, matière, carbone, climat, biodiversité. Et c'est de faire en sorte que dans chacun de nos projets, chacune de nos missions, on embarque cette révolution systémique. Donc là, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler, dans les 7-8 minutes qui me restent, plutôt de la première partie de MC2B, qui est le E, hein, qui est l'énergie. Pour reprendre ce que disait Alice, aller chercher toutes les victoires faciles en termes de sobriété, d'efficacité. Et puis, dès qu'on le peut, en tant que concepteur, en tant qu'architecte, de solariser ces espaces anthroposés que sont, par exemple, les toits des bâtiments, et notamment les toits des gares. Alors, quelques petits exemples en images. Ça, c'est le parking. Ce sont je crois, les 7700 mètres carrés d'ombrières photovoltaïques qui ont été installés à la gare de Nîmes-Pont-du-Gard, qui a été livrée il y a maintenant 2-3 ans. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Il y a depuis maintenant, je regarde Mathias qui est là-bas, depuis 1 an et demi, 2 ans, Gare et Connexion a engagé aussi un partenariat avec Ténergie pour solariser un certain nombre de petits parkings de gare. Donc on avance. Autre sujet plutôt très récent, on essaie de rendre aussi le photovoltaïque simple, rentable et beau. Nous, on a une équation un peu compliquée, c'est que souvent les gares, c'est souvent les joyaux de la couronne patrimoniale. Donc là, ça c'est la halle à vélo à la gare du Nord qu'on vient de livrer. C'est la modernisation légère qu'on a fait pour les JOP 2024. Donc ça, à date, c'est la plus grande gare à vélo de France. Alors dans quelques mois, elle va être doublée parce qu'il va y avoir une grande gare à vélo qui va être livrée à Lyon-Pardieu, sur laquelle on a installé, sur cette nouvelle halle, vous voyez, qui s'inscrit dans le vocabulaire des halles d'Itorf. Hein. Itorf, c'est l'architecte de la gare du Nord. Donc on s'est inscrit en continuité avec ce joli photovoltaïque biface, 1200 mètres carrés de panneaux solaires et 170 kW crête installés, en essayant de marier une écriture, vous voyez, assez minimaliste, assez belle. C'est-à-dire qu'un panneau photovoltaïque, c'est pas forcément quelque chose qui est surimposé et quelque chose qui quelque part, qui est une addition sur une toiture en zinc ou autre chose. Ça peut être aussi un très beau filtre à lumière. Donc on est très content de ce petit objet. Ce petit objet d'ailleurs, cette démarche MC2B, c'est pas que l'énergie, c'est aussi les matériaux. Donc c'est aussi un ouvrage, vous avez vu du bois, et puis vous avez ce lanterneau avec ces vitrages cintrés, qui sont des vitrages qui ont plus de 40 ans, puisque c'est du réemploi des vitrages de la chenille du Centre Pompidou à Paris. Voilà, donc on essaie à chaque fois, sur chaque projet, de faire un petit manifeste post-carbone. Et donc on est très fiers de ce petit projet. Autre exemple, dans la catégorie un peu compliquée pour rendre le photovoltaïque simple, rentable et beau, on a la contrainte patrimoniale, et aussi quand on veut se mettre dans le ferroviaire, il y a la contrainte de la sécurité ferroviaire. Et on se dit aussi que ça, c'est aussi un super enjeu
ce qu'on appelle chez AREP d'ailleurs le ferrovoltaïque. On parle d'agrivoltaïque, mais nous c'est le ferrovoltaïque. C'est quand même un endroit qui sont justement des endroits anthropisés, qui sont aussi un très très beau terrain de jeu. D'ailleurs, je pense qu'à la communauté, ça ne vous a pas échappé que la SNCF, très électro-intensive aussi, s'était dit tiens, j'ai du foncier, il y a plus de 100 000 hectares de prise foncière. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'installer de ci, de là des panneaux du solaire, des renouvelables, et particulièrement du photovoltaïque? Et on a lancé SNCF Renouvelable. C'est d'ailleurs AREP qui a fait le cadastre solaire des 113 800 hectares du foncier ferroviaire. Donc ça, petit exemple aussi, qui est un petit objet, mais on espère qu'il se reproduira, que sont les abris de quai. Vous savez, les abris de quai qui sont souvent des abris où la toiture n'est pas productive, elle est inerte, les solariser. Et donc on a aussi développé ce nouveau concept d'abri photovoltaïque qu'on a installé un prototype à La Baule pour voir si ça marche, pour voir aussi si ça peut facilement s'entretenir, étant vu que quand vous avez souvent sur les quais de gare, vous avez des caténaires, il faut faire très très attention aux caténaires. Et donc la problématique de l'entretien maintenant, c'était essentiel, d'où cette géométrie un peu particulière pour ce nouveau type d'abri filant. Autre exemple aussi, d'un point de vue patrimonial, on a un énorme enjeu de régénération et de réhabilitation. On a un très très gros travail aussi de conviction auprès des architectes des bâtiments de France. Donc il y en a qui sont souples. Et donc lorsqu'on fait de la pédagogie, on y arrive. Et donc là, on est très content. Alors je suis passé un peu vite. La grande halle voyageur de la gare d'Angoulême, on va très probablement parvenir à la solariser. Et donc petite victoire encore. On aura, je n'ai pas le chiffre exact en tête, sans doute de l'ordre de 100 à 200 kW crête qui seront installés sur la GHV de la gare d'Angoulême. Voilà, donc ça c'était un rapide résumé de la cinquantaine de projets photovoltaïques portés par AREP. Je voulais juste terminer, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps encore Pascal, mais faites-moi les gros yeux si ça ne marche pas, pour aussi vous partager aussi une exposition, toujours sur cette idée des solarisations harmonieuses, et plus généralement, on va dire, d'un monde libéré des énergies fossiles. Donc ça, c'est une exposition dont je portais le commissariat, qui était au pavillon L'Arsenal, de l'autre côté de la Seine, pas très loin d'ici, et qui était montrée au pavillon L'Arsenal, qui s'appelle Énergie légère, dont le but était quelque part de redessiner aussi un monde libéré des énergies fossiles. Ça, c'était l'expo qui est finie. Alors peut-être qu'elle tournera en région, elle tournera en Europe et dans le monde. Ça, c'était le catalogue. Ça, c'était quelques objets aussi qui étaient présentés, de montrer aussi que des architectes, des designers, des urbanistes cherchent aussi à rendre les énergies harmonieuses et à les rendre simples, rentables et belles. Ça, d'ailleurs, ça, c'est une éolienne qui a été dessinée par un architecte très célèbre qui est Renzo Piano. Et là, je vais peut-être aller très vite pour vous donner quelques lots à la bouche, avec quelques situations très 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 banales, de montrer que pareil, le photovoltaïque et l'éolien, ça peut s'intégrer dans une très grande variété de situations. Donc là, vous avez une rue pavillonnaire sur laquelle on a ajouté quelques petits effets spéciaux. Quand on est architecte, vous savez qu'on aime bien faire des perspectives qu'on appelle parfois photoréalistes. Alors là, elles le sont tellement que c'est un peu le où est Charlie de l'énergie et des énergies renouvelables. Donc vous voyez à gauche, vous avez un truc un peu particulier. Il y a une sorte de cirque Pinder photovoltaïque et vous avez un wagon qui est en train de déployer des panneaux solaires sur un DDC ferroviaire. Pour information, c'est d'ailleurs une petite innovation qu'on porte en ce moment avec la SNCF, avec la direction de l'innovation. On est en train de faire un POC, on est en train de faire un prototype qui, j'espère, verra le jour d'ici la fin de l'année pour tester ce qu'on appelle le solaire réversible sur voie. Peut-être petit sujet d'autoconsommation collective, ce qui était aussi le sujet du petit récit de cette image, qui m'arrive, vous le voyez, aussi des questions de mobilité légère, avec pas forcément un gros SUV avec 100 kWh de pack batterie, et puis un peu plus au loin, une Power de 67 qui a été rétrofitée, et puis du photovoltaïque qui a été mis sur le toit là, en autoconsommation individuelle. Alors ça, c'était aussi dans le catalogue et dans l'exposition. Vous voyez, en rouge, c'était la réponse un peu où est Charlie l'énergie, te dire tiens, où est-ce qu'il y a des choses un peu singulières qui se sont posées. Et vous voyez là encore, l'idée, c'était pas de raconter encore une fois une grande histoire à horizon 2050, mais au contraire des choses qui sont vraiment simples, faciles, rentables et qui peuvent être harmonieux. Un autre exemple, ça c'était les toits parisiens, vous voyez qu'on a un peu pimpé. À vous de trouver aussi où est-ce qu'il y a du photovoltaïque. Alors je ne sais pas s'il y a un truc laser là-dessus. Si, super, il y en a un. Donc là, vous voyez, là il y a une petite marquise photovoltaïque qui s'est insérée ici.
Hein, c'est pas forcément en surimposition sur le zinc. Puis vous avez aussi cette sorte de... Alors c'est marrant, juste à côté, il y a la tour triangle qui est en train de se construire. Alors ça, c'était un peu notre petite tour triangle à nous. Vous voyez, c'est des petits chapeaux qui se mettent sur les cheminées, sur l'existant des cheminées, sur lesquelles il n'y a plus trop de feux de cheminée, et de réutiliser, de réemployer les conduits de cheminée pour faire de la ventilation naturelle, et d'augmenter la ventilation naturelle en mettant à l'intérieur un panneau biface, et donc de faire une pierre de coups, de favoriser la ventilation naturelle et d'intégrer facilement du solaire biface dans ce paysage des toits parisiens et puis demain d'autres toits métropolitains. Voilà. Autre exemple aussi, qui était un sujet aussi qui agite pas mal aussi la communauté du solaire, qui est l'agrivoltaïque. On peut dire que, alors, pour information, ces images, là, vous avez une photo d'écran parce qu'en fait, on a fait des vidéos. Donc là, les éoliennes axe verticales sur cette grille aérosolaire, elles tournent. Donc c'était aussi un peu la magie de l'exposition. Et dire qu'en tant qu'architecte, en tant que designer, en tant qu'ingénieur, bah, ces choses-là, on peut les dessiner. Et que c'est aussi une façon de dessiner aussi peut-être la ferme légère de demain, qui n'est pas que agrivoltaïque, qui peut être à la fois éolienne, peut-être aussi un peu géothermique, qui aussi peut porter aussi une forme très très efficace du solaire, qui est le solaire thermique. Mais ça, je pense que mon voisin de droite en parlera dans quelques instants. Autre exemple ensuite, alors ça c'était plutôt dédié à l'éolien, te dire qu'aussi une grande éolienne, on peut la redessiner et peut-être aussi l'alléger, parce que le gros sujet de l'exposition, c'était cette question de la dualité entre énergie et ressources, quelque part combien ça coûte de créer un panneau photovoltaïque, combien ça coûte de faire finalement cette transition d'un monde qui est encore dépendant à 80% des énergies fossiles. France, c'est pas tellement mieux, hein, c'est un peu plus de 60% en énergie finale. Et puis pour finir, je vais passer vite sur cette image du fleuve, avec cette idée de l'énergie en ville. Alors Pascal, tu évoquais le balcon, le photovoltaïque sur les balcons. Là, on en a mis sur l'image, puisqu'à travers la fenêtre, qui était une image, une ode à la sobriété, de cette étudiante qui a un peu réduit la température de consigne dans sa chambre, ben, on voit un peu au loin du photovoltaïque accroché directement sur les balcons. Voilà, j'ai tenu dans les temps. Pratiquement. Merci. Bon, avant de passer au dernier intervenant, il faut que je vous explique qu'en tant que journaliste spécialisé dans la construction, je vais voir plein de chantiers. Et il y a très longtemps, par hasard, j'étais dans une gare récente sur un réseau TGV. Et je suis allé aux toilettes et je me suis rendu compte, grâce à ma déformation professionnelle, que le bas des murs était revêtu d'une céramique courbe. Au lieu d'avoir une jonction à angle droit, on avait une jonction courbe, de manière à nettoyer plus facilement et plus profondément. Et ça, c'était l'œuvre d'AREP. Ça fait donc une petite quinzaine d'années que je me dis que AREP, parfois, fait des trucs intéressants quand même. Oui, en plus. Ça sera transmis à mes prédécesseurs, parce que moi, je n'étais pas là encore il y a 15 ans, mais super. Voilà. Donc, nous passons maintenant à Free Heat avec Olivier Gazot, oui, qui, lui, va élargir le sujet au-delà du photovoltaïque. Oui, alors donc on est bien dans l'autoconsommation et on va élargir le scope au chauffage et au rafraîchissement bâtiment. Ça ne vous a pas échappé que le gaz est en voie de disparition dans beaucoup d'immeubles. Donc nous, en tant que spécialistes du chauffage et du rafraîchissement par pompe à chaleur et géothermie, on a des clients finaux qui sont des collectivités locales, des hôtels, des copropriétés et aussi des maisons individuelles. Donc là, vous avez compris que quand on est en photovoltaïque l'été, et c'est mon cas personnel, on a le compteur électrique sur la table et on démarre les appareils les uns derrière les autres pour maximiser l'autoconsommation. Donc le samedi matin, c'est le lave-linge, sèche-linge, chauffe-eau sur pompe à chaleur, sèche-linge, lave-vaisselle et après la voiture. Et si on loupe un, ben on a raté l'autoconsommation de la journée. Alors maintenant, le problème c'est l'hiver. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le soleil l'hiver? Parce qu'on a un autre problème. Et ça, c'est le cas de notre usine. Sur notre usine, on a des panneaux solaires, la géothermie, etc. Et c'est un cas du mois de février dernier. On a une journée et la courbe du haut en rouge, c'est la production de solaire. Le jour, on a de la production de solaire. La nuit, bien sûr, on n'en a pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la nuit, on va consommer de la chaleur parce qu'on veut chauffer les locaux.
malgré qu'on ne soit pas là, il faut quand même conserver une température. Et la journée, pendant qu'il y a du soleil, il y a le soleil qui rentre par les vitres, mais on n'a pas besoin de chauffage. Du coup, le problème du solaire l'hiver, si on veut l'utiliser pour le chauffage, on a du mal à faire coïncider l'usage avec la production de solaire. Du coup, le message c'est, ouais, du coup, le solaire l'hiver, pour le chauffage, ça veut dire qu'il faut certainement stocker le solaire quelque part pour le rendre pilotable, encore plus que l'été. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est que pour faire donc l'énergie solaire pour le chauffage, on a deux solutions. On utilise des panneaux solaires PV tels qu'on parlait tout à l'heure, ou on peut utiliser ce que disait Pascal, par exemple des panneaux du Alson, qui sont dans l'auto-hall là-bas, qui sont des panneaux qui fabriquent du PV et du chauffage, de l'eau chaude, pas très chaude d'ailleurs, ou on peut utiliser des panneaux, comme là on utilise sur notre usine, des panneaux qu'on appelle moquettes, qu'on utilise d'habitude pour chauffer l'eau des piscines l'été, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de la très haute température. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça peut fonctionner avec de l'eau à très basse température, parce que les appareils de type pompe à chaleur n'ont pas besoin d'avoir une très haute température, et les panneaux solaires qui produisent de l'eau chaude, ils sont très sensibles, le rendement est très sensible à monter en température. Alors, pourquoi la basse température? Ce que je disais, c'est que plus la température de l'eau qu'on veut chauffer est haute, plus le panneau a un rendement qui est bas. Par contre, si on utilise des panneaux pratiquement à température ambiante, on a des panneaux, même l'hiver, qui peuvent monter à 75% de rendement. Alors 75%, ça fait quand même 750 watts par mètre carré, alors que le photovoltaïque, en été, produise encore combien par mètre carré? 200 hein. Donc par mètre carré, on arrive quand même à avoir des situations où on produit par mètre carré 3 fois 4 plus l'hiver de chaleur qu'on pourrait produire d'électricité. Ça tombe bien parce que d'ailleurs, on a les packs, qui est ce qu'on appelle OO, eau glycolée eau, qu'on utilise aussi chez Dualson, qui ont un rendement de 5. Ça tombe bien parce qu'en fait, on utilise 1 kWh d'électricité pour 4 ou 5 kWh de chauffage. Donc ça se balance et c'est très bien. Donc du coup, comment on va stocker l'énergie la jour pour la nuit? Soit on utilise des panneaux photovoltaïques PV, on utilise des batteries lithium-ion par exemple, ou on va utiliser ce qu'on appelle le géostockage, qui est comment on stocke dans la Terre de l'énergie à base de calories. Alors, je vais vous montrer un exemple. Non, c'est là. Voilà. Donc, on utilise par exemple une de nos fabrications qui est le mur géothermique, qui est un faisceau de tuyaux qu'on met dans le sol et qui est exactement l'inverse d'un plancher chauffant. Alors, vous allez dire comment on a eu cette idée-là? En fait, nous, on est fabricants de plancher chauffant. On s'en dit, si on met un plancher chauffant à l'envers et dans le sol, ça devrait le faire. Et là, avec ça, on peut arriver à chauffer des bâtiments, des écoles, des maisons individuelles, des copros, etc., à 40% avec du solaire et 60% avec ce qu'on appelle la géothermie, à base d'une pompe à chaleur OO, qui ont des rendements très bons. Cerise sur le gâteau, encore, je ne sais pas pour l'année prochaine, mais encore c'est le cas cette année, on peut avoir ce qu'on appelle le fonds chaleur pour les copros, qui aide beaucoup à faire passer la pilule du changement du gaz vers des énergies renouvelables. Parce que là, on ne parle plus seulement de mettre des panneaux solaires PV sur le toit, on parle de changer une chaudière gaz par d'autres choses, donc les investissements sont un peu plus lourds. Voilà, donc combien ça coûte? Un truc intéressant, c'est que l'exemple que vous avez vu tout à l'heure sur le mur géothermique, qui pourrait produire 2500 kWh de NR en chaud par an, dont près de 1000 kWh grâce au solaire thermique, va coûter à peu près 1500 € fournis posés, hors fonds chaleur. Bien sûr, il faut ajouter les panneaux solaires, etc. Mais ça vous donne une ordre d'idée, donc ce n'est pas diabolique comme coût, c'est assez abordable, et ça vous permet de décarboner votre habitation, vos locaux, vos mairies, vos copropriétés, pour produire avec le solaire quelque chose qui va vous permettre, dans les 20, 30, 40 ans à venir, à produire décarboné pas cher. Parce que tout ce qu'on parle ici, c'est l'infrastructure, donc bien sûr c'est rentable assez rapidement, dans l'ordre de 10 ans, mais on investit pour des choses qui vont avoir une durée de vie de 50 ans. Du coup, c'est intéressant parce que derrière, ça vaut quand même, au niveau rentabilité des bâtiments, c'est pas mal. Voilà, donc c'était assez rapide. En conclusion, donc oui, on a vu plein de sujets sur le photovoltaïque. Photovoltaïque, n'oubliez pas qu'il y a aussi la partie chauffage.
On a beaucoup de contraintes actuellement de décarbonation du chauffage. Quand on parle et qu'on a énergie carbonée actuellement, eh ben, on consomme encore 70% de carbone pour chauffer. 30% c'est pour l'électricité qui est déjà pas mal décarbonée avec nos centrales nucléaires. Du coup, il y a quand même pas mal d'efforts à faire sur la partie chauffage et la partie rafraîchissement. Et surtout, ça a un impact sur le DPE dont on parle encore beaucoup pour les passoires thermiques. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur les deux interventions, monsieur? Merci beaucoup et bravo pour, je salue vos présentations. En fait, moi, ce n'est pas une question, c'est un constat que j'ai fait. Actuellement, les panneaux solaires sont en aluminium. Alors que nous avons le bois francilien, ne pourrait-on pas faire le cadre avec le bois francilien, puisque l'Europe dépend des pays tiers qui produisent l'aluminium? Merci. Autre question? On va faire les deux en même temps. Ma question concerne le surplus de consommation qui est vendu à l'État. Est-ce que c'est plus rentable que de vendre aux particuliers? Parce que vous avez évoqué justement la possibilité de vendre à l'État, de un. De deux, pour l'architecte que je suis, en fait, je me pose la question toujours, est-ce qu'il n'y a pas d'autres exemples d'architecture qui intègrent des panneaux solaires dans les façades, c'est-à-dire en termes de film peut-être appliqués au niveau des murs rideaux ou bien au niveau de certains éléments de l'architecture de façade. Voilà. Alors, je peux apporter un premier élément de réponse. Sur l'intégration en façade, il existe plusieurs solutions. Il y a un serpent de mer, c'est le verre photovoltaïque qui est apparu, qui a disparu, qui revient au prochain salon Glasstec. J'ai vu ça parmi les exposants à Düsseldorf à la fin du mois. Sinon, on a des protections solaires fixes photovoltaïques. Il y a un exemple un peu plus haut sur le boulevard en sortant à droite à 600 mètres. Voilà. Et on peut mettre du photovoltaïque en bardage. Oui, yes, we can. Je pense que ça échappera à personne. Le photovoltaïque en façade est un peu moins rentable que du photovoltaïque sur une toiture horizontale ou quasi horizontale de 15-20 degrés. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est peut-être un peu plus sensible aussi au masque partiel. Et ça, le photovoltaïque, il n'aime pas trop. Hein. Je te parle aussi sous le contrôle des collègues. Et puis, dernier truc, je pense qu'en vrai, on sent bien sur la question, encore une fois, de l'intégration harmonieuse des renouvelables et particulièrement du photovoltaïque. Donc, on y oppose parfois la question de l'artificialisation des sols et de la concurrence de modes d'occupation des sols, etc. etc. Bon, si je prends une prospective énergétique qui fait foi et qui est plutôt très œcuménique, qui était les études produites par RTE, qui est Futur Énergétique 2050. Bon, je crois que dans la grande variété de tous les scénarios offre-demande faits par RTE, là, les 1000 pages du rapport, le scénario qui était peut-être le plus fort en déploiement du photovoltaïque, je crois, conduisait à l'équivalent de 0,3% de la surface du territoire national couvert de panneaux photovoltaïques. Bon. Si de l'autre côté, je compare ce qui est existant en termes de toiture en France, je ne suis pas tombé sur le chiffre exact. Donc dans l'énergie légère, on a un peu enquêté. Je suis tombé sur deux chiffres. Il y a 0,7% et 1,5%. Probablement que l'écart, le x2 entre les deux, peut-être les hangars, les entrepôts agricoles. Bien. Mais ça montre, vous voyez quand même le gisement incroyable de conversion aussi de ces actifs-là, qui sont très souvent au droit justement de lieux de demande importante de demande électrique, où là il y a un vrai sujet. Donc c'est vrai que en tant qu'architecte, pour moi la façade est peut-être l'endroit où on a peut-être envie de favoriser peut-être plus la question du solaire thermique, parce qu'une façade sud va recevoir plus facilement le soleil d'hiver, et à l'inverse, un toit horizontal est plutôt un endroit où on essaie de capter le gisement en été. Voilà. Donc là, je fais un peu du bioclimatisme et du solaire passif pour les nuls, mais vous aurez à peu près compris le propos. Voilà. On laisse... Oui, répondre très rapidement. En gros, il y a 3 centimes d'écart
entre le prix du consommateur et le prix de l'État. Quand on rajoute les différentes composantes de la facture, 10%, enfin 3 centimes sur 25, ça fait 12% et demi à peu près. Hein. Voilà. Donc la valeur générée, c'est 12%. Voilà. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et après, c'est comment on la partage entre le producteur et le consommateur. On fait 6 chacun. Voilà. Vous faites les calculs comme vous voulez, mais voilà. Si je peux juste compléter, c'est vrai qu'en autoconsommation collective, et tu le disais tout à l'heure, on a la possibilité de moduler en fait les tarifs de chacun des participants des communautés. Donc en fait, en fonction de l'ambition d'une communauté, on peut avoir un tarif social pour une certaine population, un tarif plus élevé, un peu sponsor d'entreprises qui financeraient un petit peu ce tarif social. Donc on peut vraiment composer les choses différemment. Et ça, c'est vraiment, ça dépend de l'ambition de chaque projet et de la composition en fait, de la communauté qui est développée. Et pour répondre à la question, est-ce qu'on peut faire des cadres en bois? Je n'en connais pas, mais j'ai une autre solution, c'est pas de cadre du tout. Ça, ce sont les... J'adore. Alors, il y a, pour répondre à monsieur, parce que aussi je voulais... alors, il y a en effet le cadre aluminium qui représente une petite partie du coût matière d'une installation photovoltaïque. Donc ça, c'est vrai qu'en mode énergie légère, s'il y a des industriels dans la salle pour voir comment encapsuler le silicium dans un autre truc, du plastique, du verre et de l'aluminium, on veut bien faire de la R&D ensemble. En revanche, sur la question du ferme au sol, j'ai vu quelques exemples aussi où la structure pouvait être en bois et pas nécessairement en acier ou en aluminium. On a commencé un peu en retard, donc je nous accorde encore 2-3 minutes. Vous aviez un... Non, c'est bon. J'avais juste une question. Bonjour, Paris, usager de la SNCF. J'avais une question pour Monsieur Raphaël Ménard concernant le dernier fait divers survenu. Enfin, il y a peut-être eu d'autres avant et il y en aura peut-être d'autres après. Concernant en fait les pannes d'électricité, est-ce que la REP en fait peut sauver le soldat SNCF? Merci. Waouh, j'espère qu'il n'y a pas de micro dans la salle et que Jean-Pierre Farandou n'est pas en train d'écouter. Non, on est 1000, donc c'est à la fois beaucoup, mais en même temps très très peu à l'échelle de la SNCF. Donc il y a beaucoup de gens, en particulier chez les transporteurs, chez SNCF Réseau, qui gèrent la question électrique et qui gèrent la question de la grande puissance. Donc dans l'univers des gares, oui, il y a des ingénieurs électriciens à REP qui travaillent sur les questions de redondance pour éviter les blackouts dans les gares. Mais non, on n'est pas l'ange gardien de la totalité de la consommation et des usages électriques du groupe. Voilà. Monsieur Ducasse avait justement... Désolé, du coup, vous êtes peut-être déçu par ma réponse. Ouais. Ouais, Monsieur Ducasse avait justement un train à prendre. C'est pour ça qu'il est parti. Plus d'autres questions? Si. Et au fond, là-bas, après. Bonjour à tous. J'avais une question. Est-ce que vous connaissez des projets d'autoconsommation collective dans les DOM? Parce que pour le coup, on a une pression foncière avec de l'agri-photovoltaïsme, enfin du greenwashing, hein, clairement, parce qu'on est déjà à 0,5% de couverture surface agricole utilisée, sans production en dessous. Et des projets creux, et des appels à projets creux qui, du coup, n'ont pas l'air de favoriser ce genre de développement de projets. Je ne sais pas si vous avez connaissance de futurs appels à projets plus vertueux. Moi, pas particulièrement. Tous ces projets-là aussi dépendent de... En l'occurrence, je sais même qu'en Corse, des fois, on a eu des problèmes à monter ce genre de projet parce qu'on dépend aussi du réseau Enedis qui est très favorable au développement de ces projets d'ACC et que c'est plus compliqué des fois avec d'autres opérateurs locaux. Alors pour les DOM, je n'en sais rien. Mais effectivement, en tout cas, c'est des enjeux qui devraient se réfléchir sur l'ensemble des territoires. Il n'y a pas de raison. Merci. Je suis présent dans cette réunion à titre privé, pour ma maison donc. Le titre m'a vraiment séduit, le titre de ce forum, et je suis là pour cela. Je voudrais savoir comment on peut faire le ménage dans les différents installateurs et revendeurs qui sont tous ceux que j'ai pu rencontrer dans les Yvelines, de vrais touristes, incapables de raconter par où passent les câbles entre les panneaux sur le toit d'une maison et une armoire, parce qu'au passage, j'ai découvert qu'il y avait une armoire à installer dans la maison.
Merci. Alors ça, et je vais fournir là une réponse générale pour tous les gens qui veulent faire des travaux dans leur logement. Renseignez-vous auprès de personnes autour de vous qui ont effectué les travaux que vous visez. Le bouche à oreille est la meilleure solution. Surtout, ne répondez pas et ne saisissez pas les offres de trucs glissés dans votre boîte aux lettres. Allez voir autour de vous. S'il y a une maison qui a du photovoltaïque dessus, sonnez à la porte, demandez-leur comment ça s'est passé et qui l'a fait. Le bouche à oreille et la recommandation personnelle, c'est la meilleure solution. Et juste pour commenter sur ce point. Sinon, vous appelez Ensol. Oui. Malheureusement, on n'est pas encore dans les Yvelines, mais c'est un fait qui est en train de changer, mais c'était un peu un problème du photovoltaïque en France résidentiel, qui était un milieu qui a créé beaucoup d'opportunités pour des personnes et beaucoup de mauvaises affaires, mauvaises installations, soit surdimensionnées, soit trop chères, soit mal installées. Donc c'est un vrai problème qui est en train de disparaître, heureusement, avec les gens qui sont... La perception du public est meilleure, comme je disais, les gens qui sont mieux informés. Et comme disait Pascal, le bouche à oreille, les avis des clients, les avis des clients installés et les réalisations déjà faites sont le meilleur exemple du sérieux d'un installateur. Et dernier point, sur le site internet de Enerplan, ENERPLAN, vous trouverez la description complète de tous les composants des installations photovoltaïques. Voilà, Si vous permettez, une dernière question concernant la professionnalisation justement de ce dispositif d'installation. Est-ce que c'est régi par des documents techniques unifiés quant à la mise en œuvre de l'installation, et les produits qui existent sur le marché français sont tous normalisés, standardisés, labellisés, n'est-ce pas? Oui, ils sont standardisés. Et ensuite, l'installation, avant d'être accordée à Enedis, est validée, visée par le Consuel, une association qui vient valider la conformité de l'installation et des équipements et vient auditer ces installations. Donc pour toutes les installations particulières accordées au réseau, les équipements sont certifiés par les équipements eux-mêmes et par cette association, le Consuel, qui vient valider l'installation. Ça dépend des mairies. Ensuite, pour toutes les règles d'urbanisme, c'est mairie par mairie lors de les demandes de... Alors, en France, dès qu'on touche à une façade ou à une toiture, il faut demander une autorisation de travaux. Et cette autorisation de travaux, le processus et les critères retenus sont différents d'une commune à l'autre, puisque c'est la commune ou l'intercommunalité qui fixe les règles. Voilà. Khlas. Khlas. Je vous remercie. Nous avons terminé notre séance. Alors, vous ne vous levez pas avant son jingle.